Bonjour à tous, il est 17h15 et donc nous allons débuter cette conférence sur les défis de la transmission familiale. C'est une conférence qui est organisée par la chaire Entreprise familiale, investissement de long terme et également par les étudiantes du master Stratégie et organisation qui se sont associées à la chaire pour l'organisation de cette conférence. Nous avons donc 4 temps dans cette conférence. Dans un premier temps, Farid et moi allons vous présenter quelques résultats de recherche sur la transmission dans les entreprises familiales. Ensuite, Alain Tourgeman de la BPCE va nous faire un panorama des transmissions. Il a développé l'Observatoire des transmissions d'entreprises depuis 15 ans et a donc un ensemble statistique impressionnant sur la question des transmissions d'entreprises. En troisième temps, nous aurons Louis Poumeau qui va nous présenter une comparaison fiscale et juridique des régimes de transmission en France, Allemagne et Italie. Et enfin, pour clôturer la conférence, nous aurons une table ronde qui permettra un dialogue entre des entrepreneurs chevronnés et des étudiantes de Dauphine qui pensent, ou en tout cas font partie d'une famille qui développe une entreprise et qui pensent éventuellement à prendre leur place dans cette entreprise. Voilà pour le programme et je vous propose sans plus tarder de débuter la première partie donc, sur une présentation de quelques travaux de recherche. Alors, un premier point, c'est une étude qui a été réalisée sur 4 pays et sur les 1000 plus grandes entreprises de chacun de ces pays, Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni. Et ils ont regardé la matrice de transition entre 1996 et 2006 de ce que deviennent les entreprises. Donc, en 1996, en moyenne, 40% des entreprises sont familiales. Et 10 ans plus tard, 62% de ces entreprises existent toujours, donc de façon indépendante, et les 2/3 sont toujours familiales. Mais vous voyez dans le premier tableau que les 2/3, c'est à peu près le cas pour l'Allemagne, la France et l'Italie, mais c'est 50% seulement au Royaume-Uni. En fait, donc l'actionnariat familial est moins permanent au Royaume-Uni que dans les pays d'Europe continentale. Et puis, dans le deuxième tableau, on voit que pour les entreprises, et là, ce sont les entreprises cotées seulement qui ont changé de contrôle, donc les entreprises familiales, on voit que là encore, selon les pays, l'acquéreur peut être une famille, 40% Allemagne, Royaume-Uni, 62,3% France, Italie, une entreprise à capital dispersé, et c'est plus le cas en Italie et Royaume-Uni par rapport aux autres. Dans les autres, on va retrouver les fonds d'investissement qui seront plus présents en Allemagne et au Royaume-Uni. Donc ça, c'est un peu un tableau comparatif. Il n'y a pas beaucoup d'études qui regardent de cette manière-là comment évolue le capital sur un même échantillon d'entreprises dans plusieurs pays. Alors, notre question, c'est quelles conséquences lorsqu'on a une cession d'entreprise familiale ? Là, quelques résultats d'une étude qui a été réalisée sur le cas français, sur la période 2005-2013, et donc sur toutes les entreprises de plus de 10 salariés, 100 000 entreprises. Et donc, sur cette période, il y a 18% de changements de contrôle. Le plus souvent, quand il y a changement de contrôle, il y a changement de direction, évidemment. Et ces changements ont été réalisés par des acquéreurs qui, à 25%, sont des entreprises, à 25% des fonds de private equity, à 30%, c'est une autre famille, un autre individu qui reprend, et puis ils n'ont pas réussi à identifier dans 20%. Alors, la question, donc, c'est quelles conséquences ? En fait, c'est très lié à la manière dont on va mesurer les choses. Dans le graphique de gauche,
ils prennent l'échantillon total et ils comparent les entreprises qui ont changé de contrôle aux autres. Et en fait, vous observez, donc c'est l'effet sur les effectifs salariés sur les 8 années qui suivent. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y a une réduction importante des effectifs salariés lors d'une cession donc de ces entreprises familiales, en particulier pour les entreprises initialement les moins productives. La difficulté, c'est que pour partie, eh bien, c'est lié à des restructurations. Pour partie, c'est lié au fait que certaines de ces entreprises font faillite. Ce sont des entreprises dont certaines sont petites, c'est plus de 10 salariés. Et vous voyez dans l'échantillon de droite qu'en fait, lorsqu'on apparie les entreprises, c'est-à-dire qu'on prend des entreprises qui ont changé de contrôle et des entreprises qui n'ont pas changé, mais avec exactement les mêmes caractéristiques en termes d'actifs, de croissance, etc., en fait, il n'y a quasiment pas de variation dans les effectifs. Donc ceci pour souligner que la mesure de l'effet des transmissions est vraiment très compliquée parce que la transmission ne concerne pas également toutes les entreprises, c'est-à-dire qu'on va viser certains types d'entreprises qui changeront de contrôle pour diverses raisons. Et donc, il faut vraiment, quand on veut mesurer un impact, comparer des choses comparables. Ce qu'on voit également, et là c'est sur l'échantillon total, c'est que post-transmission, on a un impact important sur l'investissement. C'est-à-dire qu'après la transmission d'une entreprise, l'investissement augmente, en parallèle d'ailleurs à l'augmentation de l'endettement. C'est-à-dire que les investissements sont plus financés par dette. Et ce qu'on peut souligner aussi, c'est que lorsqu'il y a simplement un changement de direction intrafamiliale, donc la reprise d'une entreprise par un héritier, eh bien finalement on a un effet qui est à peu près du même ordre sur l'investissement. Ça, c'est une question qu'on se pose souvent, mais l'impact sur l'investissement est vraiment très, très similaire. Voilà, donc ça, c'était une première étude. Une autre étude qui regarde l'impact des successions familiales sur ce qui se passe pour les salariés. Et alors, un résultat intéressant sur donc, des successions de dirigeants et sur ces successions 20% sont des successions familiales. Et ce que trouve cette étude, c'est que les successions familiales se traduisent par moins de licenciements en moyenne, 25% moins de licenciements. Et en fait, l'interprétation de ce résultat, c'est qu'il y a une forme d'engagement de long terme du groupe familial propriétaire envers les salariés, et donc des contrats de long terme qui se manifestent par une plus grande permanence des contrats, même après changement de dirigeant. Et donc, c'est observé à tous les niveaux de l'entreprise, qu'il s'agisse du management, des employés ou des ouvriers. Alors, quelques résultats également peut-être plus anecdotiques. Là, c'est une étude qui a été réalisée sur les changements de dirigeants au Danemark. Et donc, ils observent que la fréquence d'une succession familiale va diminuer de près de 11% si le dirigeant a eu 2 ou plus épouses par rapport à une, c'est-à-dire s'il y a eu des conflits, en fait, des divorces, augmente de 12% s'il a eu plus d'enfants, de 11% si les enfants sont plutôt des garçons, et de 10% si l'aîné est un garçon. Voilà, donc je vous livre les statistiques du Danemark. Peut-être qu'en France, c'est très, très différent. Alors la question aussi, là c'est une étude sur l'Italie qui s'intéresse également à des successions de dirigeants et qui compare les performances à la suite de ces successions. Et en fait, ce qu'il compare, c'est la succession par l'aîné des enfants aux successions par un autre des enfants. Et donc, il mesure la performance par un taux de rentabilité économique. Et ce qu'il montre, c'est que lorsque c'est l'aîné qui reprend l'entreprise, la performance ne se dégrade pas, mais elle reste à peu près constante. Mais qu'en moyenne, quand c'est un autre enfant qui est choisi, la performance augmente de 39%. Alors, l'interprétation des résultats, c'est que plus vous avez un pool important de dirigeants potentiels et plus vous choisissez le meilleur parmi les enfants, meilleures sont les performances
ultérieures. Là encore, c'est sur l'Italie et sur des entreprises de plus de 50 millions de chiffre d'affaires. Et puis une dernière étude sur la Suède, cette fois, où il compare des entreprises dans lesquelles les enfants sont présents dans les conseils d'administration à des entreprises dans lesquelles ça n'est pas le cas. Alors, ils appellent entreprises dynastiques les entreprises dans lesquelles les enfants s'impliquent en amont d'une transmission éventuelle. Et donc, ce qu'ils montrent, c'est que dans ces entreprises dynastiques, donc avec implication des enfants, la probabilité d'une sortie de la famille à la fin de la période d'observation est beaucoup moindre, 3 fois moindre par rapport à d'autres entreprises, qu'il y a beaucoup moins de prise de contrôle externe à la fin de la période, que le dirigeant est plus souvent interne, les membres du conseil d'administration également. Et puis peut-être une dernière observation, c'est que l'implication des enfants dans les conseils d'administration est aussi plus probable pour les entreprises qui sont plus rentables. Voilà, ceci est pour la première partie, et donc ensuite c'est Farid qui prend le relais sur des questions successorales. Des questions d'investissement et des questions de succession également. Bonsoir à tous. Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est cette littérature sur l'impact de la transmission sur l'investissement. À notre échelle, l'échelle académique, elle est très pauvre. On a très peu de littérature académique sur le sujet. Et donc, on a choisi avec Edith de vous présenter 2 articles fondés extrêmement importants dans la littérature. L'un se pose la question plus des règles successorales sur l'impact de ces règles successorales sur l'investissement au sein des entreprises. Et la question fondamentale de cet article, c'est de se dire, mais finalement, si on a des règles successorales qui sont très contraignantes, ça va limiter les capacités de l'héritier à investir, parce qu'il va devoir s'endetter, parce qu'il va devoir aller chercher des capitaux, et parce qu'il va devoir investir un coût incroyable pour financer les investissements futurs au terme de la transmission. Et donc, il y en a ces co-auteurs, Elul, Pagano, Panunzi, qui nous mènent une étude sur 38 pays où ils font appel à des experts et ils leur posent la question, dans chacun de ces pays, finalement, quelle est la fraction maximale du patrimoine qui peut être léguée à un enfant unique? Et cette question n'est pas simplement une question qui s'adresse aux entreprises familiales, mais aussi on connaît les caractéristiques de l'entreprise familiale. Si l'entreprise familiale, on a des personnes divorcées, si elles sont encore mariées avec 1, 2, 3, 4, 5 enfants. L'étude, elle porte sur 38 pays, il y a 10 000 entreprises qui sont interrogées. Et puis sur ces 10 000 entreprises, il y a 3 000 entreprises qui sont familiales au seuil de 20%. Et ce qui est intéressant dans l'étude, c'est que tout de suite, immédiatement, en fait, les auteurs de l'étude mettent en évidence des caractéristiques très fortes, très marquées, un contraste très fort entre les règles successorales dans nos pays, les pays à tradition de droit civil, et puis les règles successorales dans les pays de common law. Alors, laissez-moi vous montrer quelques données. Ici, on a 2 panels, le panel A pour les pays de droit civil et puis le panel B pour les pays de common law. Alors, dans l'article que vous pourrez retrouver dans la lettre, mais également en ligne, l'étude porte sur tous les pays. Donc ici, j'ai fait la moyenne, les quarts types, et puis je vous donne un peu les indications pour la France et pour les États-Unis. Et ce qu'on voit, c'est qu'un indicateur, c'est ce que vous voyez dans cette matrice. L'indicateur, il est entre 0 et 1. Puis 1, c'est vous avez une permissivité des règles successorales qui est assez grande. Et puis l'indicateur, quand il est proche de 0, ça veut dire que vous êtes très contraint par les règles de succession. Et ce qu'on voit immédiatement, c'est que dans un pays comme les États-Unis, on a des règles successorales qui sont très libres. Vous n'êtes pas contraint finalement par les règles successorales lorsque vous donnez un legs à un enfant, des enfants, alors que vous êtes très contraint dans un pays, enfin très contraint, toujours moins contraint qu'en Italie, mais très contraint en France lorsque. Et puis l'article porte sur de nombreux pays, donc on peut comparer en fait les pays dans les systèmes de droit civil et les pays dans les systèmes de common law. Et ce qu'on voit, c'est que dans les pays de common law,
on a une permissivité des lois successorales qui est beaucoup plus forte que dans les pays de droit civil. Alors, l'idée de cet article, c'est de mettre en relation en fait, les règles successorales, common law et droit civil, avec l'investissement. Et c'est là que ça devient intéressant. Effectivement, ça joue pour beaucoup sur l'investissement des entreprises au moment de la succession, comme on le voit dans ce petit graphique. Alors, la courbe du bas, c'est ce qui se passe autour de la succession. Donc l'année de la succession, c'est l'année 0, puis vous avez les années après la succession, les années avant la succession. La courbe du bas, c'est ce qui se passe dans les années donc, autour de la succession pour les pays, ces transmissions qui se font dans des pays de droit civil. Et puis celle du haut, c'est ce qui se passe dans les pays de common law. Et ce qu'on voit, c'est que lorsque vous avez des contraintes en fait, dans les règles successorales, beaucoup plus de contraintes, lorsque vous faites face à des contraintes dans les règles successorales, l'investissement s'en fait ressentir autour de la succession. Une deuxième étude que j'avais déjà mentionnée par ailleurs lors du lancement de la chaire, mais j'irai un peu plus loin aujourd'hui, c'est ce qui se passe en Grèce. En Grèce, autour de 2002, on a une réforme fondamentale en fait, de la fiscalité autour de la transmission, et puis cette fiscalité est allégée. Donc en 2002, il y a une réforme qui vient en Grèce, et puis on allège, on va avoir une quasi-exonération des transmissions d'entreprises, un taux d'imposition qui passe de 20% à 2,4%. Et ici, on a deux panels. On a un panel de gauche et puis un panel de droite. Sur le panel de gauche, ce sont toutes les transmissions qui ont lieu avant la mise en place de la réforme, autour de la date de transmission. Puis sur le panel de droite, ce sont toutes les transmissions qui ont lieu après la mise en place de la réforme autour de la date de transmission. Et ce qu'on voit clairement, en orange, on a les transmissions familiales par rapport aux transmissions non familiales en bleu pointillé. Ce qu'on voit fondamentalement, c'est que l'investissement avant la réforme dégringole. Et il dégringole très fortement, plus de 40% avant la réforme. Et puis on a des taux d'investissement, mesurés, je le crois, dans cette étude par le CAPEX, des taux d'investissement similaires entre les entreprises familiales et les non familiales autour de la date de transmission après la mise en place de la réforme. Donc on a bien vraiment un taux de fiscalité de la transmission qui joue fondamentalement sur l'investissement des entreprises, ou ce qui se passe peut-être avant l'investissement des entreprises, avant la transmission. Ce n'est pas simplement l'investissement. Ce qui est intéressant dans l'étude, c'est que Tsutsura pousse un peu l'étude un peu plus loin. Elle montre ce qui se passe au niveau de la liquidité. Et ce qu'on voit clairement, ce sont les deux mêmes panels, avant la réforme, après la réforme, donc avant la réforme à gauche, après la réforme à droite. Ce qu'on voit, c'est que sur la liquidité, on a également en fait, une baisse considérable de la liquidité autour de la transmission lorsque la réforme n'est pas mise en place. Donc la fiscalité va jouer, cette fiscalité de la transmission va non seulement jouer sur l'investissement des entreprises familiales avant et après la réforme, mais elle va aussi jouer sur la liquidité au sein des entreprises. Il y a un dernier point qui n'est pas assez mis en valeur dans cette étude, c'est que après la réforme, ce qu'on voit également en Grèce, c'est un accroissement considérable du nombre de transmissions d'entreprises familiales. Donc ça joue sur l'investissement, ça va jouer sur les liquidités au sein des entreprises, mais ça joue également sur la marge extensive, c'est-à-dire le nombre d'entreprises familiales qui sont transmises au sein de la famille. Donc on a un rebond de 45% avant la réforme et 75% après la réforme. Pour conclure, ce qu'on pourrait dire de Tsutsura, c'est que finalement, on a des effets hétérogènes. Souvent, on pense que les petites entreprises familiales sont très différentes des grandes entreprises familiales. Ce n'est pas tout à fait ce qu'elle montre. Elle montre que cet effet hétérogène est principalement tiré par deux choses. La première chose, c'est le fait que certaines entreprises ont moins d'actifs tangibles que d'autres entreprises. Et puis, la deuxième chose, c'est peut-être que certaines personnes sont très attachées aux revenus tirés de leurs entreprises familiales par rapport à d'autres individus. Voilà. Merci. Donc, voilà la première partie. Donc, comme vous voyez, c'est un
un tirage pas complètement aléatoire parmi la littérature. On a essayé vraiment de sélectionner quelques articles qui nous ont paru intéressants, mais ça n'épuise évidemment pas le sujet, étant donné le grand nombre d'articles qui existent. Et nous passons donc à la deuxième partie de notre conférence, donc sur un panorama en fait, des sessions transmission d'entreprise par Alain Tourgemade. Merci pour votre invitation. Alors effectivement, ce que je vais essayer de vous proposer, c'est un panorama de la session transmission. C'est un sujet sur lequel on travaille à BPCE depuis grosso modo 2010. On a eu une première publication en 2011 et on essaye de suivre le sujet, sinon chaque année, mais en tout cas presque. Alors, ce que je vous propose, c'est d'abord de vous faire un rapide panorama de la session transmission aujourd'hui, et puis ensuite d'insister sur deux sujets. Le premier, c'est la question du vieillissement, et le deuxième, de traiter spécifiquement quelques éléments sur la transmission familiale. Alors, d'abord, ce rapide panorama, c'est un suivi dans le temps du nombre de sessions transmission dans le pays. Alors, ce n'est pas complètement exhaustif, mais ça se rapproche de cette exhaustivité. Ça nous montre quoi? D'abord qu'on a globalement eu, plutôt sur une dizaine d'années, une baisse de la session transmission. Une session transmission mesurée à travers 4 types d'opérations. Les cessions onéreuses, essentiellement des annonces légales de type cession fonds de commerce, les opérations de restructuration, fusion-acquisition, également sur la base d'annonces légales. Des cessions de titres, c'est des opérations sur des entreprises de taille significative au-delà d'1 million d'euros, et puis les transmissions familiales qu'on mesure de façon spécifique. Donc, que nous montre ce panorama rapide? D'abord, une baisse sur longue période. On commence au-delà de 40 000 sessions transmission et on arrive à 39 000 en 2022. Autre élément intéressant, une baisse très significative pendant la période de la crise sanitaire. Grosso modo, on perd sur les 2 années à peu près 14 000 opérations de cession-transmission. On a effectivement un rebond sur 2022, mais un rebond qui est limité de 18%, qui est juste une normalisation. Donc pas de rattrapage en 2022 des 14 000 sessions perdues, suspendues, comme on voudra, pendant la crise sanitaire. Donc, premier panorama très simple. On peut avancer sur ce panorama avec une mesure, une approche plus spécifique par taille d'entreprise. Ça nous indique quoi, cette mesure par taille? C'est que pour l'essentiel, la baisse de la cession-transmission qu'on a connue sur la longue période est due à une baisse des opérations de micro-entreprises ou de très petites entreprises. Pour la quasi-totalité, la baisse des opérations, c'est une baisse qui a pesé sur les structures sans salariés ou les structures de moins de 3 salariés. Et là, ça nous renvoie à un autre élément, c'est l'importance de la taille, on le verra. En revanche, vous voyez, malgré des aléas, notamment pendant la crise sanitaire, pour l'essentiel, on a à peu près préservé le nombre d'opérations sur les PME et les ETI, toujours sur la base de notre univers de calcul qui est relativement large, mais qui néanmoins n'est pas exhaustif. Nécessairement, cette répartition par taille qui favorise de plus en plus en structure les grandes entités se traduit par une montée très significative des opérations, des montants moyens des opérations. Bien sûr, derrière cette montée du montant moyen, on a des écarts considérables. La médiane se situe à peu près entre 85 000 et 100 000 euros. Donc, ça donne la mesure des écarts considérables sur les prix de cession, sachant que, bien sûr, un prix de cession, c'est un prix qui est extrêmement discutable, puisque ce qui figure dans les données statistiques est toujours très difficile à évaluer. On sait rarement s'il s'agit juste de l'exploitation plus le foncier, de la prise en compte d'un certain nombre d'autres dimensions de la valeur, et donc ça reste un ordre de grandeur à avoir en tête.
Autre élément de ce panorama général, c'est l'évolution par taille. On a des taux de cession par taille ou des probabilités de cession par taille qui sont extrêmement hétérogènes. Globalement, c'est plutôt ascendant avec la taille. Donc, il y a une corrélation très nette entre le taux de cession et la taille de l'entreprise. D'une certaine façon, la probabilité qu'une entreprise soit vendue dépend finalement beaucoup plus de sa taille que de l'âge du dirigeant, avec effectivement des écarts qui sont assez sensibles. Alors là, vous avez les écarts sur l'année 2022. De façon générale, on avait quelque chose de plutôt plus ascendant sur l'ensemble des tailles, sur les années précédentes. Sur 2022, il y a une plus grande stabilité des taux de cession sur les entreprises de 2 à 49 salariés, ce qui a été assez surprenant, mais qui vaudra d'être validé sur l'année 2023. Dernier point sur ce panorama général, où je vais rester très rapide, c'est une approche sectorielle de ce que nous a fait connaître la crise sanitaire. On a eu, comme on le voit, une baisse très sensible des opérations de cession-transmission sur les secteurs qui ont été les plus marqués par la crise sanitaire. Donc il y a un impact conjoncturel qui est très significatif. Vous voyez que l'hôtellerie-restauration, les services au ménage, le secteur de la construction ou le secteur de l'immobilier ont été beaucoup plus marqués par la baisse des opérations de cession-transmission. Vous voyez que dans tous les cas, quand bien même il y a eu une remontée au cours de l'année 2022, elle n'a jamais été à la hauteur de la baisse qu'on a connue pendant la crise sanitaire. Il n'y a guère que sur le secteur où on a finalement assez peu de cession-transmission, qui est le conseil B2B, où on a eu véritablement un rattrapage. Donc encore une fois, une normalisation en 2022, mais absolument pas de rattrapage, et encore moins sur les secteurs qui ont été les plus marqués par l'impact de la crise sanitaire. Donc voilà ce qu'on peut dire globalement si on fait un panorama très rapide sur l'état des lieux de l'année 2022. Quelles perspectives pour 2023-2024 ? On a un contexte qui soit du côté de l'environnement économique, de la problématique des débouchés des TPE-PME ou du côté des coûts de financement, n'est manifestement pas favorable à la cession-transmission. Donc il nous paraît peu probable qu'on ait devant nous un rebond en 2023 qui vienne être à la hauteur d'un début de rattrapage de ce qu'on aurait perdu en 2020 et 2021. Ça nous semble assez peu probable, d'autant moins probable que les critères de reprise se sont étoffés, se sont diversifiés et qu'un repreneur aujourd'hui, en plus de toutes les problématiques qu'il a en tête, a aussi d'autres préoccupations, notamment la résilience de l'entreprise, sa capacité à surmonter des environnements de crise. Tout ça nous pose quand même une question, à mon avis, très sensible aujourd'hui. C'est est-ce que, finalement, faute de reprise, on ne va pas voir se diffuser des comportements qui se traduiraient par le renoncement dans l'incapacité à céder une entreprise. Et ça nous pose la question du positionnement des dirigeants qui sont en fin d'activité professionnelle. Parce que si on observe ce graphique, on peut se rendre compte que le vieillissement des dirigeants, alors là je ne parle que des dirigeants de PME et ETI, on reste sur ce registre-là. Alors suivant la façon dont on les compte, on est à 150 000 ou 200 000 entreprises à peu près. Mais sur les PME ETI, on voit que le vieillissement a été très marqué. On était en 2005 à moins de 15% des dirigeants qui avaient plus de 60 ans. On est en 2024 à plus de 27%. Et surtout, la part de ceux qui ont 66 ans et plus est passée dans l'intervalle de 5,5 à 12,4%. Donc une problématique de vieillissement d'autant plus importante que les dirigeants qui ont plus de 60 ans sont en proportion 4 à 5 fois plus nombreux en fréquence à envisager de céder leur entreprise que la moyenne des dirigeants. Donc est-ce que pour autant ces opérations se font ?
La mesure qu'on avait établie, qui est une mesure que j'ose à peine vous présenter dans cet environnement sérieux et académique, puisque c'est un peu, disons, acrobatique, mais ça me semble représentatif. On a donc mesuré les sessions effectuées, donc l'histogramme orange, à travers un taux de cession par catégorie d'âge des dirigeants, toujours de PME et ETI. Hein. On est sur ce seul registre-là. Donc, on peut observer un taux de cession qui, pendant la période où on l'a analysé, donc en l'occurrence entre 2013 et 2017, était relativement stable par âge. Donc, on voit effectivement un taux de cession un peu supérieur au-delà de 60 ans. Mais pour autant, quand on rapproche ça d'une enquête qu'on fait auprès de ces dirigeants, et notamment une enquête où on leur demande leurs intentions de cession, on se rend compte que autant il y a assez peu d'écart sur les réponses à l'enquête entre les réalisations et les intentions de cession en dessous de 60 ans, autant au-delà de 60 ans, on a un écart qui est tout à fait considérable. Et cet écart considérable, précisément, pose la question d'un risque de renoncement en fin d'activité professionnelle. Alors c'est un élément qu'on n'a pas encore véritablement mesuré. Il nous semble que pour l'essentiel, aujourd'hui, les dirigeants restent à la barre de leur entreprise, mais ça crée un certain nombre d'effets collatéraux. Ces effets collatéraux, on pourra les regarder, mais il me semble que cette question de l'intention qui n'est pas réalisée, on peut aussi, c'est une autre façon d'aborder le sujet, la regarder sous un angle territorial. Vous avez ici, à gauche, le taux de cession, transmission de PME et d'ETI, et vous avez à droite la part des dirigeants de plus de 60 ans. Le sens commun suppose qu'on ait deux cartes qui quasiment se substituent l'une à l'autre. La réalité, c'est qu'on voit ici géographiquement ce qu'on voit par ailleurs sur un plan strictement économétrique, c'est que l'âge n'explique pas la cession. Loin de là. C'est d'une certaine façon même le contraire. Géographiquement, sur le plan territorial, c'est la cession. C'est le taux de cession élevé qui explique le fort renouvellement et le rajeunissement des dirigeants de PME et ETI sur un territoire, et pas du tout le contraire. Donc effectivement, intention et âge ne font pas cession, mais cession-transmission implique rajeunissement. C'est dans ce sens-là qu'il faut le voir, et d'où l'importance de favoriser cette cession-transmission. C'est d'autant plus important que quand on observe les entreprises en fin d'activité professionnelle, on se rend compte que pour l'essentiel, il y a une sorte de tendance du dirigeant à reporter autant que possible le moment où il va s'engager dans la cession, pour tout un tas de raisons que vous connaissez bien, qui sont aussi bien psychologiques que réglementaires ou pragmatiques. Mais là, un cercle vicieux s'enclenche. On a une montée de l'aversion au risque, on a un horizon temporel qui se restreint, on a une tendance à moins investir, on a une tendance à moins s'endetter. Et donc, on a une situation où si la non-cession dure longtemps, eh bien, le potentiel de l'entreprise se réduit. L'entreprise est en phase d'attrition et donc sa valeur va également se réduire à terme. Si sa valeur se réduit, le dirigeant aura encore plus de mal à céder son entreprise et l'écart entre ce à quoi il aspire et ce que le marché va lui proposer sera encore plus important. Le délai va augmenter, la perte de valeur de l'entreprise va s'accroître et on est là dans un cercle vicieux qui se développe assez fréquemment. Beaucoup de, beaucoup de conseillers en matière de cession-transmission hésitent aujourd'hui à prendre des mandats sur des entreprises dont les dirigeants ont plus de 66 ou 67 ans. Et donc, il y a une problématique particulière à l'âge qui est liée également au fait que le report de la décision de cession, le report du moment où on s'engage dans la cession, développe ce cercle vicieux.
On peut le voir à travers la slide suivante. C'est dans le cadre de l'industrie une mesure qu'on avait faite il y a quelques années sur les taux de cession par âge. Donc on est sur les industries hors agroalimentaire et on voit que le taux de cession effectivement monte avec l'âge jusque vers 62-63 ans et à partir de 65 ans, le taux de cession, la probabilité de cession baisse significativement et en fin d'activité professionnelle, il n'y a finalement que la transmission familiale dont la probabilité augmente très sensiblement. Donc le sujet du vieillissement est un sujet qui aujourd'hui se pose avec particulièrement d'acuité dans ce contexte où on a précisément 27% des dirigeants toujours de PME ETI qui ont plus de 60 ans et la moitié d'entre eux, près de la moitié d'entre eux, 66 ans et plus. Ça n'empêche, la transmission familiale est une forme de recours. Alors comment est-ce qu'on peut l'analyser ? Les mesures qu'on fait de notre côté, vous l'avez vu sur le premier tableau que je présentais, c'est à peu près autour de 10% des opérations de cession-transmission, 12% dans les bonnes années. Mais quand on observe le taux de cession-transmission par catégorie de taille, on se rend compte que finalement, c'est une opération qui concerne beaucoup plus spécifiquement les entreprises de taille moyenne ou médiane. On a, en l'occurrence, du côté des petites entreprises et du côté des entreprises moyennes, des taux de transmission familiale qui sont sensiblement plus élevés. Et on a également des taux de transmission familiale qui sont également sensiblement plus élevé sur certains secteurs. L'agriculture, bon, ça surprendra personne, mais on voit à quel point c'est marqué. Également la construction, également le transport et certaines activités qui peuvent être des activités de service. Donc cette approche nous montre que finalement la transmission familiale, elle est tout de même sur des publics, sur des natures d'entreprises qui sont assez spécifiques en France. Un enjeu pourrait être d'élargir ce public, mais on peut regarder d'un peu plus près pour creuser un petit peu sur cette dimension sectorielle sur la slide suivante. Et là, je vous présente quelque chose qu'on avait fait en l'occurrence en 2013. Enfin, sur la base de chiffres 2013-2014, et on voit que en ayant en abscisse le taux de transmission familiale et en ordonnée le taux de cession globale, on voit à quel point effectivement la dimension d'âge joue un rôle important de façon générale dans la cession, puisque dès qu'on est sur des dirigeants de 60 ans et plus, effectivement le taux de cession est globalement plus élevé en ordonnée, mais on voit que la transmission familiale, elle renvoie vraiment à deux univers différents sur la construction, l'industrie agroalimentaire, le commerce de détail, les transports. On a effectivement des secteurs qui sont assez proches de ceux qu'on évoquait tout à l'heure, une tradition de transmission familiale qui semble avoir duré, puisqu'on l'observe en 2022, un peu de la même façon dont on l'observait en 2013-2014. Alors, est-ce que la dimension de facilité à la transmission du savoir-faire par des voies autres que les études et par la transmission d'un savoir-faire direct, c'est une raison? Est-ce que c'est la difficulté de cession-transmission, comme ça peut être le cas dans la construction, et la difficulté à céder dans le cadre d'une cession onéreuse peut être une autre explication, mais on voit qu'on est sur des sujets pour lesquels il y a vraiment des particularités. Alors, l'âge est déterminant. Je voulais aussi faire un petit détour par un travail qu'on avait fait quelques années plus tard à la demande du Sénat, qui nous avait posé la question de savoir si les transmissions familiales, ce n'était pas une sorte de gâchis généralisé de valeur dans le pays, puisque à l'époque, on leur présentait des résultats d'études qualitatives faites principalement d'ailleurs sur des pays anglo-saxons qui avaient l'air de montrer que la transmission familiale était assez peu efficace. Donc, dans la mesure où on disposait d'une approche qui était une approche peut-être pas exhaustive, mais extrêmement large, sur des milliers d'opérations, on pouvait comparer terme à terme, taille à taille, des transmissions familiales et des cessions non familiales. Et on a observé ensuite le taux de survie au-delà de 3 ans des deux formes de cession. Et on peut observer qu'en France, sur des bases statistiques et non pas sur des bases qualitatives,
il y a un taux de survie des opérations familiales qui est supérieur à celui des cessions, toutes choses égales par ailleurs. Ce n'est pas une appréciation générale, c'est une véritable mesure du phénomène, de la même façon qu'on a pu observer l'évolution des effectifs sur ces entreprises et montrer que dans le cas des transmissions familiales, certes, il y a un peu moins fréquemment une très forte hausse des effectifs, mais il y a beaucoup plus fréquemment soit une stabilité, soit une hausse modérée des effectifs sur les 3 ans qui ont suivi la transmission familiale. Donc des caractéristiques propres qui sont intéressantes, qui laissent à penser que voilà, la transmission familiale n'est pas, en tout cas en France, une destruction de valeur. Alors pourquoi est-ce que c'est le cas ? Moi, il me semble qu'on peut avoir des éléments quand on regarde un peu les freins qui sont présentés sur le sujet de la transmission familiale. Alors là, je me suis permis de vous renvoyer à une étude qui est très ancienne. J'en suis désolé, mais on n'a pas refait cette étude depuis 2011 et on a essayé de mesurer les freins à la transmission familiale et à la cession de façon générale. Et donc, quand on commence à demander aux dirigeants à qui est-ce qu'ils envisagent de céder, eh bien, finalement, la plupart un tiers à peu près des dirigeants envisagent de transmettre à des enfants ou quelqu'un de la famille. C'est un comportement assez général. Mais de la même façon, ils envisagent aussi de céder à des salariés de l'entreprise, à un concurrent, à une personne physique hors famille, etc., etc. On observe néanmoins que dans le cas de certaines catégories d'entreprises, en l'occurrence dans le cas des entreprises héritées, PME héritées, ou dans le cadre des entreprises pour lesquelles il y a d'ores et déjà au moins un membre de la famille, hors le conjoint, qui est intégré dans le développement de l'entreprise, cette proportion augmente très significativement. Et donc, on voit bien que, d'une part, il y a une sensibilité significative à la transmission familiale de façon générale en France, à peu près un tiers des dirigeants. Si on regardait les choses par taille, on verrait que ce tiers passe à peu près à la moitié pour les entreprises qui sont des entreprises moyennes, où dès qu'on passe 49 salariés, l'appétence à la transmission familiale augmente également. Mais il y a aussi une autre dimension d'entreprise, celle que j'appellerais les entreprises intergénérationnelles, qui nous renvoient à ces deux dimensions de la PME héritée et de celles pour lesquelles on a déjà intégré une permanence d'une certaine façon intergénérationnelle, où la part de ceux qui envisagent de transmettre aux enfants est également très significative, de l'ordre de la moitié. Ça n'empêche, vous voyez, dans aucun de ces cas, c'est une option qui est exclusive des autres options de cession à d'autres types d'acteurs. C'est une modalité parmi d'autres, ça n'est pas un modèle qui s'impose exclusivement aux autres. Et donc, probablement qu'on a là une première raison, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de transmission familiale à tout prix aujourd'hui, y compris dans des entreprises qui sont de facto intergénérationnelles. Alors ensuite, quand on va observer les freins, on avait posé un certain nombre de questions sur les freins. Est-ce que vous y renoncez? Est-ce que c'est faute de repreneurs dans la famille? C'est le rouge. Est-ce que c'est faute de capacité à vous mettre d'accord via un pacte familial ou à concilier les attentes des différents héritiers? C'est l'orange et le bleu, et puis en violet, c'est la nécessité de vendre pour disposer des éléments de revenus futurs suffisants dans le cadre d'une fin d'activité professionnelle. La vente en fin d'activité professionnelle, c'est vraiment spécifique aux TPE, en général des dirigeants qui ont peu de moyens. Ensuite, ce qu'on observe, c'est que même pour les entreprises héritées, là où la volonté de transmettre au sein de la génération suivante est très forte, vous avez la moitié des dirigeants qui répondent qu'il n'y a pas de repreneur dans la famille. Alors on pourrait se dire, c'est qu'il n'y a pas d'enfants. Dans la réalité, on pouvait observer, parce qu'on avait posé la question dans notre échantillon, on avait posé la question de savoir s'ils avaient des enfants ou non. Dans la réalité, ils avaient tous autant d'enfants dans les entreprises héritées que dans les autres entreprises. Donc le sujet n'était pas de ne pas avoir d'héritiers, c'était d'observer que parmi les héritiers, il n'y avait pas d'appétence pour une reprise. Et donc,
Une autre dimension qui explique qu'on n'ait pas un gaspillage de valeur dans la transmission familiale, c'est qu'elle n'est non seulement pas présente dans le cas de l'absence d'appétence, elle n'est aussi pas présente dans le cas de l'absence de compétences, y compris vu du point de vue du dirigeant qui cède son entreprise. On a donc finalement des critères qui expliquent qu'on n'ait pas de transmission familiale, qui sont aussi bien des critères objectifs liés à l'absence de repreneurs, mais pas l'absence d'héritiers, mais qui sont également des critères, et de façon très marquée, qui nous renvoient à la question du Code civil que vous évoquiez tout à l'heure. Et la question de la préservation d'une équité entre les héritiers, manifestement, est un obstacle majeur. C'est un obstacle qui nous est apparu à la fois dans ces dimensions objectives qui sont assez largement expliqué par beaucoup de travaux, mais il y a aussi des dimensions subjectives. Reprendre l'entreprise, c'est reprendre l'héritage symbolique, la valeur symbolique de ce qu'a fait la réussite de la génération précédente. Et parfois, c'est extrêmement difficile d'être accepté comme étant la personne qui va, d'une certaine façon, capter cet héritage symbolique. Et là, il y a tout un sujet qui nous renvoie à la nécessité que d'autres connaissent beaucoup mieux que moi, d'organiser finalement une compréhension autour des enjeux de la transmission familiale. J'en finirai autour de ces points-là. Il y a donc, semble-t-il, une forte dimension socio-culturelle. On sait bien que le modèle de réussite sociale en France, c'est plutôt les grandes écoles, les grands corps, que la reprise d'une entreprise familiale en région. Donc, on voit bien qu'on a un premier sujet ici. On a un deuxième sujet qui est probablement un certain sens de l'égalitarisme qui fait qu'il y a toujours un soupçon d'illégitimité à une transmission familiale qui reste problématique. Il y a également une problématique plus objective qui est la capacité à désintéresser les héritiers qui ne reprendraient pas l'entreprise ou à créer une forme de pacte familial qui soit compris par tous. Et peut-être que là, dans certains cas, le manque de d'éducation financière dans le pays, le manque de compréhension des aléas d'une entreprise font que, entre ceux qui reprennent et ceux qui ne reprennent pas, il peut être très difficile non seulement de conjuguer les intérêts, mais de conjuguer les représentations sur ce que représente la valeur et ce que représente le risque de continuer à prendre en charge une entreprise future. Donc voilà, je voudrais finir sur cette double question de l'appétence et de la compétence et souhaiter que dans le contexte où finalement la famille représente l'élément fondamental de ce qu'est la recherche de bonheur en France, c'est-à-dire la bulle, que finalement dans ce contexte-là, il y ait peut-être un retour en faveur des reprises familiales. On a aujourd'hui beaucoup d'indicateurs qui pourraient favoriser ça. Il y a sans doute un contexte sociologique qui est un peu plus favorable. Donc voilà, ça me semble un sujet extraordinairement ouvert aujourd'hui en France. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Alain pour cette énorme masse de données que je crois que ça va nourrir à la fois nos travaux de la chaire et puis je pense parmi les participants, c'est vraiment une masse extrêmement importante d'informations sur la transmission familiale. Merci. Et nous allons donc passer au troisième temps, cette fois sur des questions juridiques, fiscales. C'est Louis Poubeau, donc, qui est doctorant, qui fait partie de la chaire, des chercheurs de la chaire, et qui travaille sous la direction de Sophie Schiller, qui est présente également avec nous, qui va donc nous donner ces éléments sur la comparaison France-Allemagne et Italie. Merci beaucoup. Effectivement, un grand merci à ma directrice de thèse qui s'est rendue disponible le week-end pour m'accompagner dans la préparation. Et un merci aussi aux étudiants qui sont de la filière droit qui sont avec nous, qui travaillent dans le cadre de leur mémoire de fin d'année ou de fin d'études sur justement les problématiques de la chaire et qui nous aident à réfléchir là-dessus. Donc un grand merci à vous qui êtes juste derrière. Alors, très rapidement, je voulais qu'on commence par le premier slide qui est un slide qui va vous montrer qu'en fait, depuis 30 ans, depuis 1994, on enjoint, et quand je dis on, c'est la Commission européenne,
on enjoint les États à venir solutionner un peu leurs problématiques de droit des successions, droit des sociétés et droit fiscal, parce que ça fait 30 ans que la Commission européenne constate que plusieurs milliers d'entreprises par an sont obligées de cesser leur activité. Et ces difficultés-là, ce n'est pas forcément des difficultés de marché, c'est des difficultés, d'une part, de non-préparation de la transmission, ce qui est une chose, mais aussi du fait que le droit des États membres de l'Union européenne n'est pas forcément adapté pour favoriser les transmissions. Et c'est sous cet angle-là que je vais aujourd'hui vous présenter le cadre juridique et fiscal entre la France, l'Allemagne et l'Italie, pour venir justement un peu démontrer quelles sont les différences qu'on a entre ces différents États, et donc si jamais on peut tirer aussi un peu des idées de chacun. Je ne vais pas copier l'exposé de mon voisin qui était brillant, mais on sait qu'on a en France beaucoup moins de TI qu'en Allemagne et qu'en Italie, et donc l'objet de la présentation, ce sera justement de venir comprendre si le droit fiscal est une de ses composantes pour expliquer la problématique. Alors, avant de parler très spécifiquement des pactes d'Utrecht, donc c'est-à-dire les dispositifs qu'on a en France qui permettent de transmettre une entreprise et les comparer avec l'Allemagne et l'Italie, je voudrais juste prendre un peu de hauteur, puisqu'on sait que ce qui fait le développement d'une société familiale ou d'une société en général, ce n'est pas uniquement comment est-ce qu'on va la transmettre, mais c'est aussi finalement la capacité qu'on a à la financer. Donc l'OCDE nous le dit, en réalité, quand on a des agents économiques, des contribuables, ils ont une épargne et la capacité de l'allouer plus ou moins vers l'entreprise ou pas peut influer et peut expliquer pourquoi, si jamais on a une fiscalité de l'épargne plus avantageuse en Italie ou en Allemagne par rapport à la France, cela pourrait être aussi expliqué pourquoi est-ce que finalement on aurait moins de TI en France qu'en Allemagne et en Italie. Donc c'est une étude de Pfister en 2018 qui en parle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant très longtemps, en France, on avait une imposition qui était progressive des revenus de l'épargne, des revenus de départ. Alors on avait des abattements sur les dividendes, on avait plein de choses, mais contrairement à nos voisins, on n'avait pas un taux qui était fixe. Donc on pouvait avoir des taux qui montaient extrêmement vite sur le produit départ et les gains de cession. Alors on avait des abattements, mais ça ne compense pas tout. Depuis 2018, on le sait, avec la grande réforme introduite par Emmanuel Macron, on a une imposition qui est proportionnelle, donc on a 30%, ce qui n'est pas très loin de nos voisins finalement, avec l'Allemagne qui est à peu près à 25%, l'Italie à 26%. Donc finalement, c'est peut-être pas la fiscalité de l'épargne qui vient expliquer le creuset qu'on aurait entre la France, l'Allemagne et l'Italie. Alors, l'OCDE nous dit aussi que le fait pour un État d'avoir une imposition de la fortune peut du coup venir, qui engendre assez mécaniquement une sorte de réduction du capital, peut aussi expliquer pourquoi est-ce qu'on a moins d'entreprises, ou en tout cas pourquoi elles ont plus de mal à se développer. Bon, alors si on regarde, en Allemagne, ça fait depuis 1997 qu'on n'a plus d'impôt sur la fortune. En Italie, officiellement il n'y en a pas, en réalité ça porte un autre nom. L'Italie taxe la fortune qu'on a à l'étranger, immobilière ou financière. En France, vous le savez, je pense à peu près tous, on a eu très longtemps l'impôt de solidarité sur la fortune, qui avait été introduit à l'époque par François Mitterrand sous la forme de l'IGF, et qui a été réformé pareil très récemment par Emmanuel Macron pour être recentré uniquement sur l'immobilier. Dans tous les cas, on avait des exonérations pour les actifs professionnels. Donc, quand bien même on avait de l'imposition sur la fortune en France, et par exemple qu'on n'avait pas en Allemagne, dès lors que les actifs professionnels en étaient exclus, c'est pas tellement là-dessus qu'on peut expliquer une différence entre les États. La vraie différence, elle vient sûrement d'où? Elle vient en réalité de la différence de la fiscalisation des transmissions à titre gratuit, donc des donations et des successions. Et j'ai fait un rapide tableau, mais vous allez voir que les différences sont drastiques. En Italie, par exemple, et juste pour parler juste de la base d'imposition, c'est-à-dire que je ne suis même pas encore en train de parler des taux, une entreprise va être évaluée pour les droits de donation sur la base de ses capitaux propres, alors qu'en France, elle sera valorisée sur la base de sa valeur vénale. Donc pour une même entreprise, le fait de se trouver en Italie ou en France, pour la territorialité, va totalement changer la base qui va être soumise à l'impôt. Alors ensuite, on voit qu'en Italie, on peut donner 1 million d'euros par enfant, quand en France, on peut en donner 100 000 euros tous les 15 ans. En Italie, le taux d'imposition d'une transmission, hors les dispositifs que je présentais tout à l'heure, c'est 4%. En Allemagne, c'est entre 7 et 30%, et en France, on est entre 5 et 45%. Sachant qu'on est à 45% dès qu'on est à 1,8 million. En Allemagne, quand on est à 1,8 million, on est encore à 19%. Et on passe à 30% que quand on arrive à 26 millions. Donc, juste pour vous dire à peu près le creuset qu'il existe entre nos trois pays. Ça, on va pouvoir passer rapidement pour se concentrer sur les dispositifs plus particuliers. Donc maintenant qu'on a un peu ce paysage général, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Chaque État, France, Italie et Allemagne, ont tous mis en place un dispositif pour favoriser
la transmission d'entreprise. Ça existe partout. Ils fonctionnent à peu près tous de la même manière. C'est relativement réservé aux entreprises opérationnelles qui ont une vraie activité. On ne va pas ici transmettre une sorte de société foncière ou avec de l'immobilier, sauf si elle a une vraie activité marchande, mais c'est vraiment des activités opérationnelles. Tous les pays ont fait le même choix, c'est-à-dire de venir exonérer, en plus ou grande partie, la valeur de cette entreprise. En France, c'est le pacte du trade, c'est 75% qui est décoté, qui est hors impôt. Donc on a 25% de la valeur de l'entreprise qui est imposée. En Allemagne, c'est entre 85% ou 100%. Ça, je reviendrai dessus tout à l'heure. Et en Italie, c'est 100%. Et en contrepartie de quoi, il faut que les donataires, et ou parfois aussi les donateurs, s'engagent pendant une certaine durée. En France, les engagements vont de 2, 4, et puis parfois un peu plus. Et on a en Allemagne jusqu'à 7 ans. Alors, pour regarder un peu précisément. Donc, je vous l'ai dit, en Italie, quand on transmet, l'entreprise n'est pas taxée. C'est-à-dire qu'on peut transmettre une entreprise familiale en Italie pour 0%. C'est beaucoup plus restrictif qu'en France, dans le sens où la transmission ne peut bénéficier qu'aux membres de la famille. Et la famille, entendue de manière assez restreinte, c'est-à-dire conjoint ou descendant en ligne directe. En France, par exemple, le pacte du trade, alors c'est un peu moins utilisé, mais on peut l'utiliser pour transmettre à des tiers, à des salariés, on peut l'utiliser pour transmettre à d'autres branches de la famille. En Italie, c'est vraiment le caractère très familial du pacte du trade, de leur équivalent. Pareil, une autre caractéristique qui est quand même très différente de notre pacte du trade, c'est que la donation doit conférer le contrôle de la société au donataire, donc en gros à l'enfant à qui on va faire la donation. Le contrôle, c'est-à-dire le droit de vote aux assemblées générales. Mon enfant, à qui je donne ma société en Italie, doit devenir le majoritaire et doit décider. Ce qui fait que généralement, on n'a pas beaucoup de démembrement de propriété. C'est-à-dire, en France, vous savez, quand on donne une entreprise, assez généralement, on peut avoir tendance à se poser la question, est-ce que je garde l'usufruit pour garder les dividendes, par exemple, et ensuite donner la nue-propriété pour que, à mon décès, mon enfant hérite totalement des titres. En Italie, sauf à accepter d'être usufruitier, mais sans droit de vote, ou en tout cas pas la majorité, c'est pas possible. Pareil, en Italie, l'enfant donataire doit reprendre l'activité de l'entreprise et doit en plus la maintenir pendant 5 ans. Ce qui, encore une fois, est un peu différent de la France. En France, quand on fait un pacte du trade, ça peut être le donateur qui reste aux fonctions de direction de l'entreprise et on garde son activité principale dans cette entreprise. Donc ça, c'est vraiment des différences fondamentales et très caractéristiques du pacte du trade en Italie, sachant qu'ils ont mis en place un mécanisme qui fait que si je ne respecte pas les conditions auxquelles je me suis engagé à respecter, j'ai une sanction administrative qui est de 30% de manière automatique. Donc c'est un caractère qui est assez dissuasif. Quand on fait un pacte de famille en Italie, la sanction en cas de non-respect est très importante par rapport à celle qu'on peut avoir chez nous. L'Allemagne, c'est assez différent. Donc vous avez compris, l'Italie, c'est assez familial. En Allemagne, c'est assez salarié. Pourquoi est-ce que je dis ça ? On doit s'engager en Allemagne à venir préserver la masse salariale de l'entreprise. Alors, je vais aller assez rapidement sur les calculs, mais si je prends, entre guillemets, à défaut, l'exonération à 85%, je dois m'engager à ce que 5 ans après la donation, la somme des salaires versés sur les 5 années sur lesquelles je me suis engagé à conserver l'entreprise doit être égale à 400% de la masse salariale du début. Ça ne veut pas dire qu'on fait x4, mais quand on tire les chiffres, il faut rester quand même relativement stable en termes de salariat. Si je veux avoir l'exonération à 100%, je suis obligé de m'engager à 700% de maintien de la masse salariale pendant 7 ans. Donc vous voyez, le pacte du trade allemand est très salarié. Au contraire, on peut faire la donation à quelqu'un qui est hors de la famille. On n'a pas du tout ce côté italien là-dessus. Un deuxième point qui est extrêmement important, c'est que tout n'est pas exonéré en Allemagne. Et c'est un point qu'on va avoir aussi en France de débat. En Allemagne, ils ont ce qu'on appelle un patrimoine administratif. C'est-à-dire que lorsque dans ma société familiale, j'ai un bateau, un terrain, une œuvre d'art, un peu trop de trésorerie, et ça c'est un sujet qui est brûlant. En Allemagne, on estime qu'on a trop de trésorerie dès lors qu'on a plus de 15% de l'actif affecté. Dès lors que la somme de tous ces actifs-là fait plus de 10% de la valeur de l'entreprise, ce n'est pas soumis à exonération. Donc c'est une sorte de tri à faire et ça envisage une préparation en amont qui est beaucoup plus, je pense, importante. Et pareillement, un point qui est important en Allemagne, je vous ai dit tout à l'heure qu'on était à 30% d'imposition lorsqu'on donnait 26 millions. Lorsqu'on est au-dessus des 26 millions, l'exonération ne s'applique plus, ou en tout cas elle est plafonnée. Donc à moins de montrer que la moitié de mon patrimoine ne me permet pas de payer l'impôt qui excède cette partie-là, je paierai l'impôt en tant que donataire.
je passe assez rapidement là-dessus parce que c'est un peu technique, mais comprenez que l'exonération n'est pas acquise pour toutes les entreprises dans tous les cas. C'était une décision du Conseil, de la Cour constitutionnelle allemande de ne pas favoriser trop les grandes entreprises héritières. En France, du coup, vous l'aurez compris, c'est un peu différent. On a une exonération partielle de 75%. On est un peu plus souple sur les fonctions, sur le contrôle. On est un peu plus souple sur les donataires. On est un peu plus souple sur l'exercice des directions. Et les deux particularités qu'on a quand même, c'est qu'on incite en France à donner avant ses 70 ans. Et si on donne en pleine propriété, dans ce cas-là, on a une réduction des droits de moitié. Donc, quelle est la philosophie? On préfère encourager les transmissions qui sont des véritables, entre guillemets, transmissions en pleine propriété et à un âge où, effectivement, comme vous le disiez, qui est très important, où on sait qu'il y a un risque de transmission. Et comme les droits sont un peu plus chers en France qu'en Allemagne et en Italie, on a une possibilité de venir différer les droits pendant 5 ans et après ces 5 ans, d'avoir 10 ans de fractionnement des droits. Donc, on peut encore étaler au final sur une période de 15 ans. Ça sert à quoi? Ça sert notamment à financer par dividende, la plupart du temps, le financement des droits de donation qu'on va devoir acquitter. Mais un point qui, en pratique, n'est pas toujours évident, c'est que lorsqu'on a un dirigeant qui a plusieurs enfants, comme vous l'avez expliqué, il y a des contraintes de réserve héréditaire, donc on est bien obligé de donner un peu sa part à chacun. On utilise souvent les family buyout, c'est-à-dire une sorte de structuration où on vient s'occuper de la prise en charge de la soulte, pour ceux qui ne reprennent pas, et les différés et fractionnés de paiement sont plus compliqués à mettre en œuvre dans ces cas-là. Et ça entraîne aussi le paiement d'intérêts de retard, ça entraîne la constitution de garanties au profit du Trésor, donc ce n'est pas non plus un tour de main, pour le dire ainsi. Si on regarde, je prends une société qui vaut à peu près 20 millions, sachant que, comme je vous l'ai dit, de base, ma société qui vaut 20 millions en Italie, elle ne vaut pas 20 millions en France. On se retrouve avec une imposition à 0 en Italie, un taux effectif à peu près 4 si on n'a pas décidé de garder la masse salariale pendant 7 ans, ou sinon 0 en Allemagne. Et nous, en France, on est entre 5,6% et 11,2%. Ce qui est quand même un peu différent. Et ce que je dis là ne tient pas compte d'autres coûts indirects, c'est-à-dire que pour payer ses droits, il faut bien distribuer des dividendes ou avoir la trésorerie suffisante, donc il faudra les acquitter en plus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et du fait qu'en Allemagne, on peut avoir un plafonnement, comme je vous ai dit, qui trouve à s'appliquer. Alors, ceci étant dit, prenons un peu de hauteur. La vraie différence qu'on a entre la France d'une part et l'Allemagne et l'Italie d'autre part, c'est qu'en France, quand je transmets mon entreprise, je la transmets entre guillemets nette de charge. C'est-à-dire que quand je suis héritier, je reçois la société. Si elle est revendue à l'issue des délais auxquels on s'astreint, je n'ai pas de plus-value à payer. C'est-à-dire qu'en fait, en France, pour le présenter de cette manière, et en tout cas c'est la manière dont on présente l'OCDE, la transmission vaut paiement de la transmission, mais vaut aussi paiement de toute la plus-value qu'avait mon père ou ma mère qui était donateur. Donc c'est-à-dire que je paye à la fois sa plus-value, entre guillemets, et aussi l'impôt de transmission. Ce qui explique que structurellement, on soit plus cher. Pourquoi? Parce que c'est pour ça qu'on donne sur la base des valeurs réelles, et non pas sur la base des valeurs comptables ou une valeur à peu près de rendement comme en Allemagne. En Allemagne et en Italie, c'est très différent. Je reçois la société à un prix très bas, mais lorsque je la revends, je n'ai pas d'effacement de cette plus-value. Et là, je vous ai fait quelques calculs. On prend l'exemple d'une société toujours la même, qui vaut toujours 20 millions. Il y avait une plus-value latente de 13 millions, c'est-à-dire que mon père ou ma mère me l'avait hérité ou l'avait créé pour 7. Quand on fait tous les calculs, on se rend compte qu'on a, sur tout le cycle d'acquisition puis cession de la société familiale, un taux d'imposition qui est bien plus fort en réalité en Italie ou Allemagne que par rapport à la France. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire, et ça sera juste après, que si on retient le cycle intégral, la fiscalité française, elle n'est pas si chère par rapport à ce qui se fait à l'étranger. Mais pourquoi est-ce que c'est un problème? C'est qu'on a une acquisition, c'est-à-dire une transmission qui est bien plus onéreuse que chez nos voisins. Et finalement, comme on n'a pas forcément l'argent pour financer ces droits, parce que comme j'ai dit, on a des dispositifs de différés fractionnés, mais pas toujours mobilisables, on a une sorte d'incitation presque structurelle à céder. En Allemagne et en Italie, c'est assez différent. Je peux acquérir pour pas très cher, et si je revends, c'est là où ça va me coûter cher. Donc finalement, le revers, c'est presque la vision inverse. J'ai une incitation à conserver pour ne pas payer la plus-value qui a été mise en report, entre guillemets, c'est pas le vrai terme, mais que j'hérite en même temps que j'hérite de la société. Tout ça pour dire quoi? C'est qu'on sait que la littérature économique, et ce sera le dernier point,
La littérature économique nous montre, et ça a déjà été abordé, que l'une des vraies problématiques lorsqu'on a une transmission d'entreprise, c'est le financement. Avec le niveau assez élevé de fiscalité qu'on a en France sur la transmission des entreprises, ça expliquerait très certainement pourquoi est-ce qu'on a du mal à les transmettre, pourquoi est-ce qu'on a peut-être moins de TI en France qu'en Allemagne et en Italie, c'est parce que la transmission coûte plus cher. Et on a effectivement des dispositifs de différé et de fractionnement, mais est-ce que ça permet de compenser l'effet, le coût qui est trop important? Piste de réflexion, je m'arrêterai sur ces points-là. Est-ce que finalement la transmission des entreprises en France, pour ne prendre que l'aspect fiscalité que j'ai traité aujourd'hui, est-ce que ça ne passerait pas par des meilleures facilités de paiement, l'élargir aux family buyout, avoir des prêts d'État pour financer des droits contre garantie? Est-ce qu'on ne pourrait pas augmenter l'exonération, qui est à 75%? On le voit qu'elle est bien plus basse que chez nos voisins. On a des réticences du Conseil constitutionnel. Donc ça impliquerait, si on change la loi, de venir mettre plus de conditions. Et on pourrait notamment emprunter à nos voisins quelques idées. Est-ce qu'on ne pourrait pas, comme en Allemagne, finalement venir plafonner le montant de l'imposition qui va être dû par les enfants qui reçoivent la société, bien que ce soit parfois, voire souvent payé par les parents, venir le limiter à ses capacités contributives, en disant il est impossible que finalement les droits coûtent plus cher que l'intégralité du patrimoine. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi revoir l'assiette imposable? Mais là-dessus, je serai assez taiseux. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci Louis pour cette comparaison passionnante. C'est vraiment ça ouvre des champs. On aura là encore des investigations approfondies à poursuivre sur ce sujet, mais en tout cas c'est extrêmement éclairant. Voilà, donc notre dernière partie de la conférence, eh bien, on va essayer d'illustrer peut-être la question de la transmission aussi à partir d'exemples qui concernent nos étudiants à Dauphine, puisque nous vous proposons une table ronde et un dialogue entre donc des dirigeants en poste ou ayant transmis, et puis des étudiantes de Dauphine qui font partie d'entreprises familiales et qui, en tout cas, réfléchissent à la suite et à avoir ou pas envie, d'ailleurs, de participer à la reprise. Alors, cette table ronde est animée par les étudiantes du Master Stratégie et Organisation, et donc je passe la parole à Justine et Marine, donc, qui vont s'occuper de passer la parole et introduire. Merci à tous pour vos interventions. Avant d'entamer cette discussion, ce que je vous propose, c'est de vous présenter chacun votre tour. Monsieur Schiller, je pense qu'on peut commencer par vous, et puis on tournera dans ce sens avec vous ensuite, Monsieur Grodner, et puis on terminera par Inès. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je dirige Septodon, une ETI qui a réalisé l'année dernière un peu plus de 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nous avons 2000 salariés à travers le monde et nous sommes leader mondial dans la maîtrise de la douleur au cabinet dentaire. Donc c'est grâce à nous que vous n'avez pas mal aux dents quand vous êtes chez le dentiste. C'est à moi. Oui, allez-y. Oui, Philippe Grodner, donc ça s'affichait à l'instant à l'écran. Je suis ancien président et actionnaire de la société Simone Perel, qui est une société familiale présente dans le monde de la lingerie. Nationalement et internationalement. Je représente la 2e génération et j'ai déjà transmis cette entreprise à la 3e génération qui est aux commandes. Je vais faire très bref, mais je voudrais faire un très léger commentaire sur la qualité de toutes les études qu'on nous a déjà présentées et dire toutefois une petite remarque, si je peux me permettre, pour la suite des événements. On parle de transmission aujourd'hui intrafamiliale. Mais tout au long de ce qu'on nous a présenté, moi, il y a une question qui me trottait dans la tête, c'est la différence entre la transmission des actions et on a souvent fait l'amalgame entre transmission du capital et transmission du management. Or, surtout pour les ETI et les grands groupes, n'oublions pas qu'en France, 50% des ETI sont familiales, 20% des grands groupes sont familiaux, ce n'est pas rien. Un peu moins vrai pour les PME et les TPE. Mais je pense qu'il y aurait lieu d'approfondir, mais c'est un avis personnel, de ce qu'on met dans transmission familiale au sens transmission des actions. On en a beaucoup parlé, ça c'est la fiscalité, mais aussi transmission du management, et on y reviendra dans l'entretien. Voilà, merci.
Toi, Léa. C'est pas grave, on va s'en sortir. Bonsoir à tous. Moi, c'est Léa Tachas. Je suis étudiante au Master 101 aussi, stratégie et organisation. Et ma volonté, c'est de reprendre l'entreprise familiale qui a été créée par mon grand-père. Et c'est une menuiserie, agencement spécialisée en B2B. Voilà. À toi, Anna. Bonsoir, pardon. Moi, du coup, je m'appelle Anna, je suis en première année de Master Management Organisation à Paris-Dauphine. Je suis la 4e génération et avec mes frères, on aimerait reprendre l'entreprise du coup construite par mon arrière-grand-père qui tourne autour de la fabrication de sacs maroquinerie en B2B et en B2C. Bonjour, moi c'est Garance, je suis en Master 2 en Management d'innovation donc à Dauphine et aux Mines de Paris. Et de mon côté, j'aimerais reprendre potentiellement l'exploitation agricole familiale, donc avec 2 associés que vous voyez à l'écran qui sont mon père et mon oncle. Et je serai la 3e génération sur cette ferme-là, mais à savoir que depuis... l'arbre généalogique total de ma famille est paysan ou paysanne. Voilà. Bonsoir à tous, je m'appelle Julie Perrin, je suis en M1 Finance à l'Université Paris-Dauphine. Je fais partie de la 6e génération du groupe Famille Perrin, spécialisée dans la production et la commercialisation de vins, spécialement dans la vallée du Rhône. Bonsoir à tous, moi c'est Inès Brière, je suis en Master 1 Finance à Dauphine et je suis la 3e génération du groupe Foslev qui est un groupe de services à l'industrie pour tout ce qui est levage, BTP et manutention industrielle. Merci à tous pour vos présentations. On va commencer par le premier thème de cette table ronde qui est la gouvernance. Je vais demander à Monsieur Grodner et Monsieur Schiller de nous parler de ce thème, de nous expliquer en quoi la gouvernance est un élément clé dans les entreprises familiales et plus particulièrement dans le cadre d'une bonne transmission. Je commence. Alors, merci Justine. Très brièvement, la gouvernance, pour nous, c'est essentiel parce que c'est ce qui permet de fixer les règles du jeu. Les règles du jeu, elles se situent à 2 niveaux, pour moi, pour être très synthétique. Elles se situent d'abord comme un préalable. Une bonne gouvernance, pour moi, est un préalable à une transmission réussie. Parce que quand on parle de transmission familiale, on parle généralement de plusieurs enfants, voire de plusieurs branches. Il y a plusieurs familles qui sont associées au capital. Et donc, il est important de mettre en place les conditions de transmission. Et ces conditions sont fixées par la gouvernance. Et le deuxième aspect, et j'en aurai terminé, c'est celui de la qualité, que par la qualité de la gouvernance, on est capable d'attirer aussi des talents extérieurs à la famille. Et je crois que dans une entreprise familiale, pour sa pérennité à long terme, notamment quand vous devenez grosse PME, TI, voire grand groupe, il est essentiel d'attirer des talents extérieurs à la famille, bien sûr. Il faut avoir cette lucidité-là. Et dans ce cas-là, une bonne gouvernance permet à des gens de talent, comme vous, mesdemoiselles, qui vont sortir de cette belle université dans quelques années, de se dire, je peux être attiré par une entreprise familiale, pas forcément la mienne, parce que le métier m'intéresse et parce que je peux avoir un poste de responsabilité dans cette entreprise. Donc pour moi, la gouvernance, c'est aussi la capacité de donner une attractivité à l'entreprise familiale. Oui, j'appuie tout à fait ce qu'a dit Philippe. Je pense que la gouvernance se situe à 2 niveaux. Il y a une gouvernance au sein de la famille. Nous avons 5 enfants, je suis moi-même la 3e génération. Et donc, il est très important de fixer les règles du jeu entre les membres de la famille. Et il faut le faire à froid. Ce n'est pas quand un jeune veut rentrer dans l'entreprise qu'on peut lui dire oui, tu peux y rentrer ou tu ne peux pas y rentrer. Il est bien préférable de le faire à froid quand la question ne se pose pas, de façon à ce qu'il y ait des règles qui soient écrites. Par exemple, chez nous, c'est 5 ans d'expérience professionnelle en dehors de l'entreprise avant de la rejoindre. Ensuite, on la rejoint à un niveau à peu près similaire à ce qu'on aurait pu avoir dans une autre entreprise. Donc, gouvernance familiale, mais aussi gouvernance de l'entreprise. Dans les entreprises familiales, souvent, il n'y a pas de contre-pouvoir, comme dans des sociétés cotées ou des sociétés qui ont pour actionnaires des private equity.
Donc, il est très important d'avoir ce qu'on appelle un advisory board, donc un groupe d'experts, chacun dans son domaine, dans sa fonction, dans un domaine d'activité, qui peut réagir, qui peut challenger. C'est important que l'advisory board challenge le dirigeant et puis également ses équipes, de façon à ne pas être en vase clos, mais pouvoir vraiment avoir une gouvernance qu'on peut comparer à ce qui se passe dans des entreprises cotées ou dans lesquelles il y a des fonds de private equity. Et peut-être pour compléter ces partages d'expérience, Julie, toi tu fais partie de la 6e génération, si je ne me trompe pas, de ton entreprise familiale. Est-ce que tu peux nous faire part de la gouvernance qui a été mise en place au sein du domaine de la famille Perrin? Oui, comme l'a bien dit Olivier, c'est important de séparer le côté business et le côté famille. Donc moi, ma famille a créé une charte il y a maintenant 3 ans qui permet de séparer ces deux aspects. Et donc, dans l'aspect business, ils ont mis un PDG à la tête du groupe. Et du côté famille, en fait, c'est un conseil familial qui permet de prendre les intérêts des personnes qui travaillent dans l'entreprise et des personnes qui ne travaillent pas dans l'entreprise, afin que chacun puisse trouver sa place. Nous, dans ma génération, on est une vingtaine, donc c'est assez compliqué de prendre les intérêts de chacun. Mais ce conseil a été créé justement pour les prendre en compte, et qui a un peu un objectif, on va dire, de family office. Et voilà, si des personnes ont des projets qui ne sont pas du tout en lien avec la famille, c'est aussi de les soutenir dans leurs projets. Merci beaucoup. Donc maintenant, on va passer au deuxième thème sur la relation des salariés avec les salariés et la légitimité. Donc Inès, tu nous as dit que vous étiez la 3e génération à reprendre l'entreprise. Est-ce que vous avez eu des doutes ou est-ce que tu en as toujours concernant ta légitimité à reprendre cette entreprise? Et si oui, comment est-ce que tu les combats? Justement, plus généralement, pour moi, déjà, la légitimité, elle se fait surtout sur la motivation de rejoindre l'entreprise, sur le respect culturel et historique qui est fait par rapport au groupe, là en l'occurrence, et d'avoir aussi certaines appétences sectorielles, ce qui peut me challenger un petit peu, parce que l'industrie, tout ce qui est service à l'industrie, peut moins m'intéresser, mais vu que c'est ma famille, je m'y intéresserai plus. Et pour le moment, il n'y a pas trop de doutes sur la transmission de la 1re à la 2e génération, parce que mon grand-père est encore à la tête du groupe, et ça sera mon oncle qui reprendra, et ça fait 30 ans qu'il est dans le groupe maintenant, et donc il est complètement légitime pour succéder à mon grand-père. Mais les doutes, ils seront plus sur ma génération, parce qu'on est 5 petites filles, et il y en a très peu d'entre nous qui sont intéressés par ce secteur. Et on a des profils aussi très variés. Et justement, c'est assez challengeant, parce qu'on va devoir trouver des arrangements. Si on est plusieurs petites filles à s'intéresser, à la fin, trouver des arrangements de codirection, mais aussi montrer qu'on est légitime en ayant des expériences professionnelles, soit au sein du groupe, soit ailleurs, et aussi arriver avec encore plus de force dans un monde qui est assez masculin. Merci beaucoup, et je me permets de me tourner donc vers M. Grodner et M. Schiller. Donc vous avez déjà repris des entreprises, ou vous les avez déjà même transmises. Est-ce que vous avez des conseils sur comment se sentir plus légitime à reprendre une entreprise? Est-ce que c'est important d'en discuter aussi avec les salariés? Donc si on pouvait avoir votre tour. Alors, oui, c'est évidemment très important. D'abord, je dirais d'en discuter en famille. Ça doit d'abord être un thème de discussion intergénérationnel. Et c'est ce que vous avez abordé en parlant de charte familiale. C'est essentiel d'avoir une charte, parce que la charte permet de fixer, alors ce n'est pas un pacte d'actionnaires pour notre audience, ça n'a rien à voir, c'est un document non juridique qui est un engagement moral, mais qui permet de fixer les règles du jeu entre les héritiers et même les différentes branches. Et donc ces règles du jeu, elles ne sont pas toujours clairement exposées dans les familles, et elles peuvent être sujet ou le germe de conflits futurs. Je pense notamment quels sont les critères, comme l'évoquait Olivier Schiller, d'accès pour une nouvelle génération à l'entreprise. Qui va décider? Qui va fixer tout simplement sa rémunération? Excusez-moi de prendre un exemple aussi trivial, mais ça peut être un sujet de conflit. Qui va décider si cette personne n'est pas compétente de la sortir?
il faut y penser aussi, parce que ça peut arriver pour le bien de l'entreprise. C'est des cas extrêmes, mais voilà, c'est juste pour donner quelques exemples très courts. Et je reviens à ce que je disais dans mon propos préalable, c'est-à-dire très important pour les familles, et ça rejoint ce qu'ont dit mes prédécesseurs sur le côté d'équité entre héritiers, c'est bien distinguer la transmission des actions de la transmission du pouvoir. C'est deux choses totalement différentes. Tous les enfants peuvent être potentiellement actionnaires d'une même entreprise et être formés à ce qu'on appelle chez nous au FBN, au Family Business Network, le statut d'actionnaire responsable. Être un actionnaire, c'est déjà une forte responsabilité. C'est pas seulement avoir des droits, c'est surtout avoir des devoirs. Et après, certains de ces actionnaires peuvent devenir managers, voire dirigeants en fonction de la taille de l'entreprise, s'ils en ont l'envie, s'ils en ont la compétence et s'ils sont légitimes. On a parlé d'envie, d'avoir la flamme entrepreneuriale, on a parlé de compétences et on a parlé de légitimité. Je n'ai pas le temps de développer, mais ce sont les critères importants. Voilà. Oui, la légitimité se situe, à mon sens, à deux niveaux. Il y a la légitimité par soi-même, d'où l'importance d'avoir une expérience en dehors de l'entreprise, parce qu'on ne réussit pas parce qu'on s'appelle du nom de l'entreprise, mais on réussit parce que dans une situation où on est simple salarié, on peut montrer ses compétences. Et puis ensuite, il y a la légitimité quand on entre dans l'entreprise. Et à mon avis, à mon sens, la meilleure pratique, c'est d'entrer dans un domaine où on est déjà compétent. Quelqu'un qui a fait du marketing chez L'Oréal aura plus de facilité à développer la fonction marketing de l'entreprise. Voilà, donc, il est important que le jeune, quand il entre dans l'entreprise, puisse effectivement utiliser son expérience pour faire progresser tel ou tel secteur. Voilà. Après, la légitimité pour reprendre l'entreprise, c'est quelque chose qui se situe à beaucoup plus long terme. Mais déjà, le challenge, c'est quand on rentre dans l'entreprise, de montrer que on peut faire la différence, et pas uniquement par son nom. J'ajoute un tout petit mot. Vous parliez des salariés. On ne l'a pas évoqué avec Olivier, mais ça dépend ce que vous mettez dans le mot impliqué. Parce qu'impliquer les salariés, ça dépend vraiment ce que vous mettez comme niveau d'implication. Ma conviction, c'est que c'est une décision de la famille. Ce n'est pas une décision des salariés, sauf s'ils sont eux-mêmes actionnaires, ce qui peut être le cas, évidemment, de l'entreprise. À ce moment-là, ils ont le même droit que n'importe quel autre actionnaire de l'entreprise, et j'en parlais il y a un instant. Par contre, ce que je constate dans beaucoup d'entreprises adhérentes de nos associations, c'est que pour les salariés, d'abord, il faut les tenir au courant du processus de transmission. Le salarié ne doit absolument pas être exclu, c'est important. Pour lui, c'est aussi son avenir qui joue. Les statistiques que vous avez montrées que dans les transmissions non familiales, la chute des investissements, la chute du nombre d'emplois, c'est quand même très probant. Voilà, ça démontre qu'une transmission intrafamiliale, parfois, et la plupart du temps d'ailleurs, ça se passe bien, mais il faut que le salarié soit au courant parce que c'est un moment d'anxiété, c'est un moment d'angoisse même. Et au-delà de ça, c'est aussi une fierté. Et ça, je voudrais insister sur le mot fierté, parce qu'une transmission intrafamiliale réussie pour les collaborateurs de l'entreprise, c'est un signal de pérennité. Et donc, à tous les niveaux, les valeurs de la famille, l'engagement à long terme va se pérenniser. Et pour les salariés, c'est quelque chose de très important. Et ce sentiment de fierté, moi, je l'ai connu dans la transmission. Je ne m'y attendais pas, mais j'ai eu le témoignage d'énormément de collaborateurs qui sont simplement de dire qu'est-ce qu'on est content que ce soit quelqu'un de la famille qui reprenne et que vous ne vendiez pas à un tiers. Voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter. On a parlé donc de la volonté de reprendre l'entreprise, des compétences, de la légitimité, mais on le voit aussi dans le cadre d'une transmission, il y a des enjeux de la vision du repreneur, de la stratégie de l'entreprise. Et sur ce sujet-là, Garance, est-ce que tu peux nous expliquer comment toi tu arrives à gérer ta perception de l'avenir de toi, future repreneuse de l'entreprise familiale, et la réalité actuelle du verger, des personnes qui sont actuellement aux commandes. Comment tu gères voilà, cette vision-là de l'entreprise ? Merci beaucoup. Je dirais que déjà, c'est un processus qui se façonne au cours du temps. Comme l'a dit Edith tout à l'heure, on n'est pas toutes sûres de reprendre à 100%. Moi, c'est mon cas. C'est très récent que je m'y intéresse. Et c'est au fur et à mesure des études d'avoir fait quelque chose de très différent qui m'a permis d'avoir un œil observateur et donc de ne jamais être considérée comme quelqu'un qui viendrait interférer avec
l'activité sur la ferme qui est à la fois sur des vergers, comme tu l'as dit, et sur des céréales, parce que tout simplement, je n'avais pas forcément l'expertise en étant à Dauphine. Maintenant, il y a quelque chose qui... Je dirais qu'on peut avoir... Il n'y a pas de confrontation entre nos visions de l'avenir, puisqu'il y a une transition qui s'est faite il y a une dizaine d'années sur l'exploitation, où on est rentré dans un processus d'agriculture de conservation des sols. Donc, c'est de l'agroécologie, donc vraiment des méthodes durables de produire sur des grandes cultures. Et c'est ça qui a fait le lien entre ma génération et celle d'avant, parce que je pense que personne l'ignore aujourd'hui, mais le métier de paysan est un métier assez difficile, aliénant, et de remettre ce genre de pratique vraiment redonne beaucoup. Enfin, j'ai vu mon père et mon oncle reprendre le sourire en faisant ça, et donc moi, je m'y suis beaucoup intéressée, et c'est comme ça qu'aujourd'hui, au fur et à mesure de mes années à Dauphine, dès qu'il y avait un sujet à faire sur quelque chose, je prenais l'agriculture. Et donc aujourd'hui, c'est intéressant de pouvoir mettre ma vision des choses avec mes études en innovation, par exemple, et de voir un peu comment est-ce qu'on peut adapter les évolutions sociétales dans une entreprise agricole de petite taille par de l'agritourisme ou là, une nouvelle marque de création de jus de pomme. Donc voilà. Merci Garance. Et vous, Monsieur Grodner, comment ça s'est passé pour vous dans le cadre de la transmission aux futures générations? Est-ce qu'il y a eu des enjeux de la sorte? Et s'il y en a eu, comment vous avez géré ces éléments-là? Il faut qu'il y ait ces enjeux, parce que les non-dits, c'est interdit. La vision partagée entre générations, c'est même le préalable à une transmission réussie. C'est-à-dire qu'il faut que les générations se parlent. C'est un dialogue intergénérationnel. Et toute nouvelle génération, ça a été montré d'ailleurs par des statistiques un petit peu déjà dans la première partie de cette réunion de ce soir. On montre qu'il y a une nouvelle impulsion, qu'il y a quelque chose qui est donné par les nouvelles générations. Mais il faut au départ une vision partagée pour que celui qui cède et qui a géré cette entreprise pendant tant d'années ait envie de transmettre, et qu'en même temps celui qui reçoit ait cette envie, cette flamme dont je parlais tout à l'heure, de recevoir, mais en même temps de pouvoir mettre en œuvre la vision qu'il a pour les années à venir en fonction du métier. Vous l'avez très bien dit, mais ça vaut pour tous les métiers, et les enjeux changent aujourd'hui. On peut parler de digital, on peut parler de plein de choses qui n'existaient pas il y a 20 ans ou il y a 15 ans. Et donc cet exercice de vision est essentiel. Et dernier mot, il est d'autant plus essentiel pour moi que ça n'a pas de sens pour des parents de transmettre une entreprise si celle-ci n'a pas de perspective. Voilà, il faut être très lucide. Il faut que les familles sachent analyser leur actif business, si je peux dire, et se dire, oui, je vais transmettre à mes enfants parce que j'estime qu'ils peuvent en faire quelque chose avec leur vision. Mais s'il n'y a pas cette vision de quelque chose qui peut grandir et prospérer, généralement, une famille ne va pas entraîner ses enfants dans quelque chose qui est voué à l'échec. Donc, Monsieur Grodner a insisté sur l'importance de la stratégie, et donc la stratégie dans le processus de transmission, de mettre en place des processus. Et donc, je me tourne vers toi, Anna. Est-ce que, avec tes frères, vous avez mis en place, vous avez anticipé la transmission, pour votre génération? Est-ce que vous avez pu mettre en place des processus ou des stratégies, dans cette idée-là? Merci, Marine. Avec mes frères, on baigne dedans depuis qu'on est vraiment tout petit. Et forcément, c'est ce que disait Edith tout à l'heure, en fait, on a un peu cette conscience, je pense, pas une obligation, mais envers notre arrière-grand-père, grand-père ou même père, qu'on voit tous les jours nous parler de l'entreprise et qui rendent du travail. Et même les réunions de famille, c'est un peu ça aussi. C'est beaucoup autour de l'activité de l'entreprise. Et mes grands-parents habitent juste à côté. Donc voilà, c'est très d'entreprise. Là, de plus en plus, du fait qu'on grandisse, qu'on ait chacun des activités professionnelles différentes et qu'on voit beaucoup de choses, forcément, on en parle davantage. Et surtout, en ce moment, après un événement familial, où on s'est beaucoup posé la question sur est-ce qu'on va devoir vendre parce qu'on ne se sent pas prêt forcément, nous, à reprendre, ou est-ce que on y va, on met un pied dedans, même si on ne s'y connaît pas forcément. Donc, en soi, non, on n'a pas de stratégie, mais le fait d'en parler
énormément et très souvent, avec notre père et nos grands-parents, on établit un peu, entre guillemets, une stratégie de faites d'abord votre expérience, après vous venez quand vous voulez à l'entreprise, enfin, vous serez toujours les bienvenus. Et si vous avez l'envie, c'est surtout ça, l'envie et la motivation de vouloir reprendre, bien sûr que la famille sera très contente qu'on reprenne l'affaire de famille. Voilà. Merci beaucoup. Donc maintenant, sur un sujet un peu moins facile, Léa, donc tu as décidé de reprendre l'entreprise avec ton frère. Est-ce que cette reprise, elle a pu être source de tension, de conflits au sein de ta famille ou même au sein de l'entreprise ? J'espère qu'on m'entend bien. Voilà. Oui, donc reprendre l'entreprise familiale, ça a généré des tensions. Merci. Ça a généré des tensions, mais disons qu'elles sont encore assez explicites. C'est-à-dire que je pense qu'on est encore au stade où c'est assez sous-jacent. C'est-à-dire qu'on ressent, je pense, chacun qu'il y a des tensions par rapport à cette décision, mais on ne les a pas encore formalisées. Donc oui, donc pour être très brève, pour résumer très rapidement la situation, on est 3 enfants et donc on n'est que 2 à vouloir la reprendre et celui qui ne veut pas la reprendre est l'aîné avec qui on a 10 et 12 ans d'écart. Donc on a pas mal d'années d'écart et donc en fait il est au courant qu'on souhaite reprendre l'entreprise familiale, mais on ne s'est jamais réunis tous les 3 ou même avec mes parents pour lui dire, pour lui partager formellement notre vision de l'avenir. Il est au courant parce que ces dernières années, il y a eu des discussions informelles qu'il a pu avoir avec mon père ou même avec ma grand-mère qui suit encore un petit peu l'évolution de l'entreprise et c'est comme ça qu'il l'a appris. Et du coup, ça a créé, je pense qu'il se sent un petit peu à l'écart, il se sent un petit peu désavantagé, donc forcément, ce n'est pas une situation qui est idéale pour nous. Et puis, plus on grandit et plus l'échéance s'approche aussi. Et donc, il y a différentes questions qui se posent et on en a parlé, c'est par rapport à la question de l'équité. Avec les lois, nous, on aimerait bien avoir une certaine valeur de l'entreprise, mais pour qu'on soit à égalité, il faut aussi que lui reçoive la même valeur, mais sous forme d'autres biens. Et donc oui, la question qui se pose, c'est, on est tous au courant que en fonction de comment l'entreprise est gérée, la valeur peut augmenter beaucoup plus rapidement que toute autre valeur d'un autre bien. Donc voilà, donc comment finalement rendre cette transmission très équitable, comment éviter que quelqu'un se sente exclu. Et donc oui, c'est des questions qu'on appréhende un petit peu, on appréhende un petit peu le jour où ça va être acté et formalisé. Et heureusement, on en est un petit peu conscient, donc on commence déjà à se rapprocher des conseillers qui connaissent bien la famille et qui connaissent bien aussi l'entreprise pour qu'on discute ensemble de solutions pour que tout se passe pour le mieux. Voilà. Merci Léa. Sur ces sujets d'équité, de potentielles tensions entre les futurs repreneurs, est-ce que vous avez des conseils, Monsieur Schiller et Monsieur Grodner ? Est-ce que vous avez vécu ça et quels conseils vous pourriez donner aux étudiantes autour de la table et à tout potentiel repreneur ? Alors, pour revenir sur la stratégie, on parle beaucoup du rôle de la famille dans la stratégie, mais je pense que c'est d'abord le comité exécutif et puis éventuellement le board qui fixe la stratégie. Ce qu'apporte la famille, c'est une vision de long terme. Un fonds de private equity va vouloir vendre au bout de 4 ou 5 ans. Une société cotée, l'horizon, c'est plus le next quarterly earning, les résultats trimestriels. Ce qu'apporte la famille, c'est une vision sur le long terme. Et donc, ensuite, ce que fait la famille, c'est qu'elle va accompagner effectivement la mise en œuvre de ces stratégies sur le long terme. Il n'est pas nécessaire d'ailleurs que ce soit un membre de la famille qui dirige. Philippe faisait les différences entre le pouvoir et puis l'actionnariat. Ce sont deux choses qui sont différentes, le pouvoir opérationnel et puis le droit de vote au conseil d'administration. Voilà. Alors, en ce qui concerne les conflits, nous, on parle évidemment, on a régulièrement des séminaires familiaux depuis longtemps où on parle de la dynamique familiale. Et la crainte la plus importante de nos enfants, c'est qu'il puisse y avoir des conflits liés à l'entreprise. Donc, il faut absolument tout faire pour éviter ces conflits. Et encore une fois, ça passe par une bonne préparation, par un dialogue constant, par des documents comme des chartes familiales. Puis ensuite, il faut à chaque fois que ce soit qu'on choisisse les meilleurs dirigeants, qui soient de la famille ou pas d'ailleurs. Il y a beaucoup d'entreprises familiales. Je pense à Michelin par exemple, où le jeune Michelin était décédé il y a quelques années, pas de l'année maintenant,
accident de pêche, c'est un non-Michelin qui est devenu patron de l'entreprise, jusqu'au moment où un autre membre de la famille Michelin a pu reprendre. Donc, entreprise familiale, ça ne veut pas forcément dire que le CEO, que le directeur général est de la famille. On voit très bien aussi l'exemple avec la famille Bettencourt et puis L'Oréal, où la famille n'intervient pas directement, mais laisse le management conduire l'entreprise d'une façon extrêmement performante. Pour ma part, je suis d'accord avec ce que vient de dire Olivier, mais j'ai déjà insisté sur la séparation entre capital et management. Mais dans la gestion des conflits, la meilleure façon d'éviter le conflit, c'est de le prévenir. Évidemment, c'est facile à dire. Mais comment peut-on le faire? On a un maître mot au FBN, c'est l'anticipation. C'est-à-dire, on pense qu'il n'est jamais trop tôt pour penser à la transmission. Un dirigeant, même dans la force de l'âge, même à 50 ans ou même plus jeune, moi j'avais 45 ans, j'ai 4 enfants, j'étais seul actionnaire avec une sœur qui en avait 3. On s'est dit, ils sont 7. Ouh là là, si l'entreprise est encore là dans 20 ans, ça va être compliqué. Il faut vraiment qu'on fasse quelque chose, sinon on n'y arrivera pas à 7. Et effectivement, on a fait coacher la famille, on a pris des coachs externes. On a aussi créé un comité stratégique, Olivier l'évoquait, pour avoir des administrateurs externes. On n'a pas le temps de développer ça, c'est une notion extrêmement importante pour justement avoir des gens, des modérateurs qui soient extérieurs à la famille, pour retirer un peu d'affect et voir l'intérêt de l'entreprise au-delà des intérêts particuliers des uns et des autres. Et puis on a travaillé pendant 10 ans. Ça, c'est la chance de certaines entreprises familiales, c'est d'avoir du temps devant soi. Et tout le monde a mis tous ces sujets sur la table. Pas au moment de la transmission, mais 10 ans avant la transmission. Et quand on est dans cette anticipation-là, alors je ne dis pas qu'on est un modèle du genre, c'est jamais un long fleuve tranquille, la transmission, mais plus on est dans l'anticipation et moins il y a de sujets qui sont laissés sous le tapis, comme on dit, et plus vous avez de chances de réussir et d'éviter les conflits. Et les conflits, ils viennent justement par ce souci de vraiment tout exposer au grand jour. Alors souvent avec un tiers, parce qu'entre parents et enfants, c'est pas toujours évident, parce qu'il y a beaucoup d'affect, et heureusement, et c'est normal qu'il y ait de l'affect, mais avec des tiers parfois compétents qui peuvent aider les familles, les enfants d'un côté, les aînés de l'autre, et puis quand il y a plusieurs branches également, à se parler et à trouver les voies pour éviter les conflits. Voilà. Quand vous êtes au cœur du conflit, ça devient très compliqué, il n'y a pas de recette miracle. Merci beaucoup pour ces conseils. Merci à toutes les intervenantes pour leur partage d'expérience. Merci à tous d'être venus si nombreux pour cette conférence. Je laisse la parole à Madame Junglinger pour le mot de la fin. Merci. Voilà, remercier tout le monde, en effet, tous les intervenants, les étudiants du master stratégie organisation, les étudiants qui ont témoigné de leur expérience personnelle. Alors, nous n'avons pas prévu de questions pour cette conférence, mais en revanche, il y a un cocktail à la sortie, et donc je vous invite à poser toutes vos questions aux intervenants autour d'un verre et d'un moment sympathique. Voilà, merci à tous et merci d'être venus. Merci à tous. Merci beaucoup.